Il est 8h31, donc je vous propose de commencer ce webinaire. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là ce matin. On est vraiment ravis, parmi les intervenants au sein de l'ASEM, de vous accueillir ce matin. Je suis Mélanie, en charge des contenus au sein de la communauté des entreprises à mission. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la communauté, nous sommes une association d'intérêt général qui a pour vocation de diffuser le modèle de la société à mission au plus grand nombre, à la fois en France et en Europe, à favoriser les échanges entre pairs, et c'est dans ce cadre que nous nous voyons aussi ce matin. Et puis évidemment à documenter, expérimenter, analyser, approfondir ce nouveau modèle d'entreprise qui est récent et qui pose un certain nombre de questions et de problématiques. Aujourd'hui, on se rencontre pour vous partager les travaux de l'un des groupes de travail de la communauté. Ces groupes de travail qui réunissent des dirigeants et des chercheurs et qui sont pilotés par des consultants explorent des problématiques, enfin, certaines des problématiques que se posent les acteurs économiques qui soit souhaitent adopter cette qualité de société à mission ou qui l'ont déjà adoptée et qui partagent avec vous leurs enseignements. Et c'est dans ce cadre que nous nous voyons aujourd'hui sur les enjeux du management au sein d'une société à mission. En une minute, pourquoi est-ce une bonne question et est-ce une bonne question à se poser? C'est qu'au-delà de la mobilisation du collectif, évidemment, lors de la formulation de la mission, les sociétés à mission ont des questionnements aujourd'hui qui sont de l'ordre de deux registres. D'une part, la place du corps social pour faire vivre la mission, et d'autre part, l'alignement évidemment attendu des pratiques managériales et des décisions managériales avec leur mission. Et puis, avant de laisser la parole à Eric qui va animer cette heure d'échange que nous avons ce matin, je vous invite à poser vos questions tout au long des témoignages dans le chat que vous avez normalement en bas de votre écran, auxquels nous tâcherons de répondre évidemment en fin de webinaire lors des questions et réponses. Et puis, par ailleurs, vous pourrez retrouver le webinaire en replay sur notre site. On vous mettra le lien et vous trouverez également le lien pour accéder au livrable de ce groupe de travail. Voilà, je vous remercie et puis je laisse la parole à Eric. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Eric Delannoy, président de Tenzing, un cabinet de conseil qui est société à mission depuis mai 2020. Avec Pierre-Dominique Vitou, on le verra tout à l'heure, qui est président lui-même d'un cabinet de conseil qui est société à mission, co-conseil. Nous avons le plaisir d'animer un groupe de travail sur les liens, comme l'évoquait Mélanie, entre société à mission et management. Alors pourquoi le management? Le management est remis au premier plan à deux titres. D'abord parce qu'il concerne les femmes et les hommes de l'entreprise qui font l'entreprise. Et à ce titre-là, ils sont au premier chef concernés par l'apparition ou la mise en forme ou la décision de prendre en compte une mission. Mais aussi, et surtout, je pense que les hommes et les femmes dont on parle sont à la fois clients, collaborateurs et citoyens, et donc sont plus que quiconque concernés par le sens qui est délivré par la mission, et donc à plus d'un titre par rapport à toutes les autres parties prenantes. On a donc réuni pour travailler sur ce sujet des chefs d'entreprise, des experts, des chercheurs, des entreprises donc de toute taille, qui sont, soit ont la qualité d'entreprise à mission, de société à mission, soit sont sur le chemin de la société à mission, pour nous interroger sur les conséquences et la place de la mission sur les pratiques managériales. Alors, autour de trois enjeux clés. Trois enjeux clés qui est la place des... alors, je ne sais pas qui gère le PowerPoint, voilà. Il y aura bien sûr des témoignages, ça c'est Mélanie qui vient de l'évoquer. Si on passe aux slides suivantes, on a bien trois enjeux clés qui est bien évidemment la place des parties prenantes dans la réalisation de la mission et les limites à leur implication d'ailleurs, hein, ça peut aussi poser cette question-là. Évidemment, le niveau de cohérence entre les modes managériaux et l'objet de la mission, cet alignement qu'on appelle la congruence, hein, c'est l'alignement entre les pratiques et les engagements et les décisions, qui est un deuxième point clé. Et parce que l'entreprise, enfin, les femmes et les hommes se sentent investis de cette mission, on a aussi un rapport du pouvoir qui est modifié, compte tenu du fait que ce sont les collaborateurs qui sont les principaux concernés. Donc, en nous appuyant sur les témoignages d'entreprises, sur les experts et sur les théories du management, on a identifié 7 problématiques clés que pose la mission, que vous d'ailleurs vous trouverez bien évidemment dans le rapport. Et nous avons
nous avons, alors les 7 thématiques, pardon, parce qu'il y a un petit désalignement entre le document, donc on peut évoquer, on peut reprendre si vous souhaitez qu'on évoque les personnes qui ont été dans le groupe de travail, hein, vous découvrirez des entreprises assez importantes comme West France, comme Bayer Press. Nous avons la chance d'avoir la directrice générale de Bayer Press aujourd'hui, des experts comme Arnaud, qui est que je représenterai tout à l'heure, qui est un chercheur, et Jean-Paul, qui est un ancien chef d'entreprise et ancien syndicaliste. Et puis, voilà, vous le découvrez à l'écran, voilà, vous voyez des entreprises de toute taille, hein, des grandes entreprises comme des startups comme Infusio, à l'envie qu'on ne présente plus, qui est une entreprise très importante autour des services à la personne. Bref, un ensemble de contributeurs qui sont au premier chef concernés par cette problématique-là. Si on passe par la suite, on a identifié dans le rapport 7 problématiques clés. Je ne vais pas les définir toutes les 7. Si on peut avancer 3 slides, voilà, qui sont simplement les problématiques qui ont été autour de notre réflexion. Pour vous donner juste une idée, hein, l'élément statutaire qui bouge les lignes et modifie les rapports de pouvoir, il est bien évident que quand vous mettez une mission dans les statuts et qui concerne l'intégralité de l'entreprise, bah, ça modifie les rapports au pouvoir parce que ça donne un pouvoir d'agir inédit aux collaborateurs. Rien que ça pose des sujets sur le management de l'entreprise. Si on maintenant termine, et vous découvrirez les 7, mais bien évidemment, elles sont complètement décrites dans le rapport dans le rapport de ce groupe de travail. Si on prenait simplement le dernier, qui est un sujet qu'on perçoit assez peu, le temps de la mission est-il toujours compatible avec le temps du corps social? On a une mission, c'est atemporel, on la met en œuvre dans le temps, et pourtant, il y a des personnes plus âgées, des personnes plus investies, un corps social qui évolue. Est-ce que le corps social est toujours en phase avec ses missions dans le temps? C'est un sujet sur lequel nous n'avons pas beaucoup de recul aujourd'hui, mais qui mérite néanmoins d'être évoqué. Donc on voit bien qu'à travers ces problématiques-là, la mission crée une tension, qu'elle soit positive ou négative, entre les collaborateurs, le management, et puis la mission en elle-même. Donc nous avons, à partir de ces problématiques-là, proposé des bonnes pratiques. Alors quand je dis bonnes pratiques, ce ne sont pas des bonnes pratiques qui sont dogmatiques et qui sont des vérités absolues. On a essayé de le faire au travers des thématiques clés du management, sur le slide suivant, qui est l'exercice du leadership, bien sûr. Et nous verrons qu'il y a eu des débats autour de ces sujets-là qui vont être l'objet des débats de ce matin. L'exercice du leadership, la subsidiarité et la confiance, qui est aussi un grand thème du management. Et puis les problématiques d'évaluation et de rémunération. C'est proposer des bonnes pratiques sans dogmatisme. Ça veut dire que nous n'avons pas cherché à délivrer une vérité managériale sur le sujet, mais à essayer de s'interroger à chaque fois sur les débats que posait la mission autour de ces thématiques-là et les bonnes pratiques qu'on a identifiées dans les témoignages qui sont présents dans ce rapport. Alors, pour en débattre ce matin, on a réuni 3 éminents participants au groupe de travail. Alors, tout d'abord, Florence Guémy, hein, je l'évoquais, qui est directrice générale de Bayer Press, une société qui a une mission depuis bien longtemps et qui donc a apporté des témoignages importants à la fois sur la manière de faire vivre cette mission, et on évoquera un petit peu les témoignages très très forts qu'elle est capable de nous donner sur le sujet. Jean-Paul Boucher, qui est ancien chef d'entreprise, mais également ancien secrétaire général de la CFDT Cadre, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur une thématique que l'on évoquera ensemble dans la deuxième partie de ce webinaire, qui est la place des syndicats dans cette tension entre le management et la mission. Et puis Arnaud Stimek, qui est professeur, chercheur dans les universités de Nantes et qui, par ailleurs, est membre du comité scientifique de la communauté des entreprises à mission. Voilà pour les présentations, voilà pour un petit peu le cadre. Et sans plus attendre, je vais commencer par Arnaud. J'évoquais à l'instant le fait qu'il y avait des tensions positives ou négatives entre le management et la notion de société à mission. Quand on parle de tension, de quoi parlons-nous exactement? Oui, merci Eric de commencer par ce point hein, qui est une préoccupation centrale pour les managers qui se sentent traversés de multiples tensions. Et évidemment, tout le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle mode managériale, hein, je ne veux évidemment pas réduire la mission à une mode managériale, mais vu de l'extérieur, certains pourraient dire, est-ce que ce n'est pas encore la nouvelle mode managériale qu'on va nous ajouter avec une contrainte de plus, du reporting de plus,
donc des choses qui en même temps du coup nous éloignent du réel du travail et en même temps des attentes de terrain qui font qu'on doit être là. Donc cette tension, la première tension que ressentent beaucoup de managers, c'est le fait d'être les exigences qui viennent d'en haut, notamment les exigences de reporting, de conformité, de normes qualité, etc. Et des exigences tout à fait légitimes, des personnes qui ou elles sont censées accompagner, manager, donc qui impliquent une certaine présence. Voilà. Donc, en gros, il y a toujours ce tiraillement entre le niveau N+1 et N-1, et c'est ce qui fait que parfois on qualifie le management de métier impossible, hein, parce qu'il y a ces multiples tensions. Donc, l'enjeu important, c'est qu'en ajoutant une contrainte de plus, qui pourrait d'ailleurs dans certains cas être hors sol, hein, d'où l'importance, là je renvoie à d'autres groupes de travail, mais sur la manière dont on définit la mission, parce que si c'est la volonté d'en haut de ce qu'on appelle parfois les planeurs, vous savez, ces gens qui sont très en haut, très déconnectés du réel et qui effectivement vont mettre des injonctions sans pouvoir vérifier que c'est jouable sur le terrain ou que ça a du sens sur le terrain, ou bien des contraintes, des missions externes. Alors, c'est important d'avoir une mission externe, mais qui ne dit pas forcément quelque chose du management et du travail et de la manière de l'équilibrer, mais ça risque d'être une tension de plus et d'aggraver ce qui est déjà une difficulté pour pas mal de managers où effectivement on peut être verrouillé par une dimension bureaucratique en haut et exposé à toute la dureté du marché, des exigences évidemment des clients, des collaborateurs, etc. Alors, évidemment, là, dit comme ça pourrait être négatif, mais en même temps, on sait que les organisations sont traversées par des enjeux d'alignement qui rendent difficile d'ailleurs un certain nombre d'attentes et de bonnes pratiques, et donc des dilemmes. Et à ce titre, la mission peut être une manière d'être une forme de juge de paix, aussi au niveau managérial et pas que au niveau de la gouvernance. Effectivement, confronté à un dilemme, confronté à une décision difficile, eh bien, une fois que si la mission elle est bien distribuée et relayée aux différents niveaux, si elle est claire, si elle est accessible partout, elle va permettre d'accompagner éventuellement des choix difficiles et de faire en sorte qu'ils soient compris, perçus, acceptés par toutes les strates et par toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Là, ça, c'est on parlera tout à l'heure des vraies et des fausses promesses, mais c'est effectivement un des espoirs pour lequel, effectivement, on a encore besoin, évidemment, de temps d'observation. Donc, c'est vraiment l'important. Et donc, ce qui nous a amené, nous, à travailler tous ensemble, hein, effectivement, dans le rapport, à cette notion qui, aujourd'hui, a le vent en poupe et on ne peut que s'en réjouir à condition de bien la comprendre, cette notion de subsidiarité, c'est-à-dire qui est une manière de dépasser une des tensions entre verticalité et horizontalité. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit avoir une sorte de chef qui décide de manière très verticale, je dirais sur un mode quasiment militaire, ou bien est-ce qu'on doit dire, voilà, on est tous égaux et on décide tous ensemble? On sait que les deux approches, de manière caricaturale, posent des problèmes. La subsidiarité, c'est cette idée qui consiste à dire à chaque niveau, on doit avoir les responsabilités, donc on prend des responsabilités et l'autonomie qui va avec. Voilà, pour le dire de manière très simple. Hein. La mission, bah, effectivement, peut être une occasion d'accompagner aussi, avec quand même en même temps une référence, quelque chose qui nous éclaire, qui va aider effectivement à ces différents niveaux de faire fonctionner la subsidiarité. Parce que ce que l'on veut sortir, ce dont on veut sortir pour les managers, et je terminerai sur ce point, c'est cette tension permanente ou cette hésitation entre un agir discrétionnaire qui renvoie plutôt, si vous voulez, vous voyez, au petit entrepreneur quelque part, hein, et ce n'est pas péjoratif quand je le dis comme ça, ou alors à la logique bureaucratique, mais qui peut amener à des choses, à des injonctions contradictoires absolument ingérables. Donc, c'est ce vers quoi la subsidiarité peut aider, accompagnée par la mission. Merci Arnaud. Alors, tu parles de tiraillement entre les niveaux hiérarchiques, tu parles de nouvelles contraintes, tu parles de savoir si on est en capacité d'avoir de l'autonomie et la responsabilité qui va avec. Bref, des sujets managériaux qui ne sont pas toujours faciles, hein, qui ne sonnent pas forcément facilement à l'oreille, en tout cas qui peut poser quelques sujets. Jean-Paul, comment on peut faire en sorte que notamment ces différentes strates managériales, notamment le management intermédiaire, ne soient pas fragilisés par l'existence d'une mission, notamment ne subissent pas de plein fouet ces tiraillements dont parle Arnaud et qui peuvent potentiellement déstabiliser le corps social? Merci Eric. Alors c'est vrai que c'est autant le cadre dirigeant
dans différentes entreprises du secteur privé, autant que le syndicaliste, effectivement, qui parle, donc avec des retours d'expérience managériale. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu des managers, et en particulier des managers intermédiaires, me dire, quand il y avait des déploiements de projets à caractère stratégique ou autour des questions de responsabilité sociale ou du développement durable, par exemple, c'est de nous dire finalement, on le vit comme des contraintes additionnelles sans avoir les appuis. C'est-à-dire qu'on nous fixe d'un certain nombre d'objectifs supplémentaires, mais on ne dispose pas nécessairement des ressources ou des appuis qui vont bien. Ça, c'est un premier constat que j'ai souvent entendu. Et alors, pourquoi les managers intermédiaires plus particulièrement? Parce qu'ils sont dans cette triangulation permanente entre des collaborateurs, des collègues, une hiérarchie à qui ils doivent effectivement rendre compte, et puis souvent ils sont aussi en interface avec des clients, des usagers, des fournisseurs. Donc ils sont dans cette triangulation permanente. Donc quand on parle de la mission et de la raison d'être, on évoque inévitablement la question de la finalité de l'activité et de l'activité de l'entreprise, et ils sont au confluent de tout ça. Donc le risque effectivement que j'ai aussi souvent entendu, c'est on n'a pas été consulté, ou on a été un peu oublié. Mais c'est aussi vrai pour des projets à caractère stratégique. Là, on est dans la mission, mais j'ai entendu aussi, après des accords signés, y compris par les partenaires sociaux dans les entreprises, des managers me dire, mais bon, finalement, je pense par exemple les accords à France Télécom après la question des suicides professionnels, ça remonte à il y a quelques années, mais le management disant, voilà, ça va être finalement des contraintes supplémentaires et on ne dispose pas des moyens et des ressources. Donc, une question clé qu'on abordera aussi dans la deuxième partie, c'est la question des conditions d'exercice d'une responsabilité professionnelle qui soit cohérente effectivement avec la mission. Et c'est là, je parle souvent dans mon livre Jouer collectif que j'ai publié récemment, je parle de maillon faible. Quelque part, il y a un maillon faible dans cette chaîne finalement de déploiement d'un projet de ce type, maillon faible ou chaînon manquant parfois. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'a pas impliqué le management intermédiaire, il y a un risque effectivement, je dirais, soit d'échec, soit de moindre réussite finalement du projet. Donc on voit bien que l'implication du management, c'est un point de vigilance, ça peut être un point de fragilisation, c'est une évidence, ils le vivent comme ça, mais ça peut être aussi, Arnaud disait, une opportunité à condition que ce soit un vrai point de vigilance et qu'il y ait bien une implication effectivement de ces acteurs-là. Deux exemples, le directeur de Total qui me disait une fois, vous avez raison, Monsieur Boucher, sur notre stratégie de développement durable, il y avait un maillon faible, c'était le management. On n'a pas suffisamment travaillé cette question-là. Un autre exemple avec un directeur, c'était celui d'Accenture qui me disait, écoutez, semaine du développement durable à Paris, finalement, aucun impact sur le contenu des offres, et les consultants qui étaient dans la salle disaient, ben, nous, en tant que manager, finalement, on n'a pas trop vu finalement les impacts de tout cela. Donc, on voit bien, il ne faut pas simplement que ce soit des questions d'image, il faut que ça se traduise par du concret. Et le concret, c'est revisiter, re-questionner les conditions d'exercice de cette responsabilité. Qui doit le faire? Ce sera l'objet, effectivement, peut-être de la deuxième partie. Les syndicats y ont peut-être un rôle. Pour l'instant, ils ne sont pas trop présents sur cette question, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Merci Jean-Paul. Alors, on parle beaucoup d'implication des collaborateurs. On sent bien que la mission crée un collectif certainement, mais on le voit à travers ce qu'évoque Jean-Paul, qu'on peut ne pas forcément toujours consulter correctement les collaborateurs, que le management intermédiaire peut être le maillon faible. J'ai envie de parler, de demander à Florence, qui est donc directrice générale de cette très belle entreprise de Bayard, on a la chance d'avoir Bayard dans ce groupe de travail parce que Bayard a une mission depuis très longtemps et une mission extrêmement forte. Et du coup, comment ça se passe chez Bayard Presse? Et comment vous réussissez à impliquer les collaborateurs et les faire adhérer à la mission? Et est-ce que ça pose quelques problèmes chez vous? Alors oui, merci Eric. Bonjour à tous. C'est vrai, comme tu le disais, Bayard est une entreprise ancienne qui a 150 ans d'âge, avec un actionnariat bien particulier, parce que c'est une congrégation de prêtres qui a créé Bayard comme une œuvre entreprise, avec ces deux mots très importants, l'œuvre étant au-dessus de l'entreprise, l'œuvre étant la mission finalement, l'entreprise étant l'entreprise privée de droit commun qui doit pérenniser le projet. Donc, on est vraiment, dès le départ de la création de cette entreprise, une entreprise à mission, même si aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes encore en chemin, nous n'avons pas encore ce statut d'entreprise à mission. On a donc un actionnaire qui ne nous demande pas de dividendes et qui ne nous demande pas de faire de résultats, si ce n'est l'équilibre d'exploitation qui permet de faire durer la mission. Donc ça, c'est vraiment un élément très singulier qui, évidemment, facilite les choses. On a depuis les origines des textes, on est des littéraires, on écrit beaucoup et ces textes sont actualisés tous les 10 ans à peu près, enfin, très, très régulièrement. Et là, avec la loi Pacte, effectivement, nous avons saisi l'opportunité
d'une actualisation de notre mission pour justement tenir compte des enjeux contemporains et intégrer toutes les questions voilà, des temps, et surtout faire en sorte que à la fois les collaborateurs les plus anciens qui sont là depuis longtemps puissent se réimpliquer dans le projet, mais que les collaborateurs qui venaient d'arriver puissent aussi le découvrir avec leur propre appropriation. Donc, on a fait tout un travail d'animation interne en impliquant effectivement les collaborateurs, bien sûr l'actionnaire, nos clients, par des questionnaires extérieurs, etc., de manière à exprimer cette raison d'être qui a été la première étape avec ses engagements, ses objectifs, dans ce chemin que nous essayons de conduire jusqu'à l'entreprise à mission à proprement parler. Voilà, donc c'est très important effectivement de démarrer de ce socle et de voir que cette notion de mission pour nous est très importante et que finalement elle structure la culture de l'entreprise depuis l'origine. Alors, comment elle se traduit, comment ça se traduit dans l'entreprise, comment ça se passe chez Bayard? Alors, la première chose, je crois, c'est de se dire que la mission, ce qui est emblématique de la mission, c'est le lecteur. C'est le client. Donc, c'est le client qui nous guide, c'est le pourquoi. Quand un projet, on le démarre, on va essayer de le démarrer, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, parce qu'on a aussi des enjeux de résultats, mais c'est pour quelle raison, pour quel objectif, comment on va faire grandir notre lecteur par ce projet. Donc, ce pourquoi, le client en première ligne, c'est quelque chose de très important, au point où un des grands patrons de J'aime lire, qui est un de nos titres phares à la jeunesse, Bayard, disait « Mon patron, c'est les enfants ». Donc voilà, donc ça, partir du projet, partir du public. Au point aussi où les salariés aujourd'hui, on a fait une petite étude d'engagement dans l'entreprise, trouvent leur moteur d'engagement dans la conscience de participer à une mission d'intérêt général, d'intérêt éducatif, spirituel ou de service. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Le deuxième élément, c'est de dire que nous donnons la primauté depuis toujours au collectif. Nous avons vraiment une organisation collective, un directoire. Je suis directrice générale de Bayard, mais je ne suis pas seule directrice générale. Je fais partie d'un collectif de direction, parce que nous pensons effectivement que c'est cette collégialité, cette complémentarité des visions qui permet de gérer les dilemmes justement et de créer une contradiction vertueuse pour porter les projets. Donc c'est une aventure collective, Bayard, au niveau de la direction générale, au niveau bien sûr de notre actionnaire, mais au niveau des équipes. C'est-à-dire que les équipes de rédaction sont des collectifs. Nous avons un contrat de lecture avec nos publics, c'est comme ça qu'on le nomme, et c'est le collectif qui, dans le temps, sécurise ce contrat de lecture, l'actualise et le tient dans ce rapport de loyauté avec le public. Et cette notion de collectif, elle se joue sur différents aspects. Elle se joue évidemment dans la solidarité entre les secteurs de l'entreprise. On a différents secteurs qui vont plus ou moins bien financièrement. Ces secteurs sont solidaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas pointer du doigt ceux qui vont moins bien. Au contraire, on va essayer de les soutenir parce que d'autres seront plus flambants à un certain moment de leur existence. Et puisque nous sommes nés il y a 150 ans, nous savons bien que les succès d'hier peuvent être aussi des moments plus difficiles dans la suite d'épisodes d'entreprise. Donc, on a aussi cette conscience que le succès n'est pas forcément durable et que voilà, il faut aussi savoir jouer de solidarité entre les secteurs. Le deuxième point sur cette question collective, c'est la politique de rémunération. On a une politique de rémunération qui passe beaucoup par la négociation collective, par les NAO, dans lesquels nous faisons en sorte de donner un minimum à l'augmentation collective du pouvoir d'achat, ce qui fait râler les managers parfois parce que ça laisse moins de place à l'individuel, mais qui donne emblématiquement sa place à cette notion de solidarité collective et qui permet aussi de faire peut-être monter des salaires minimums sur lesquels on n'a pas du tout à rougir nous, sur le marché du travail. Cette politique de rémunération, elle conduit aussi à ce que la part entre les 10 plus hauts et les 10 plus bas salaires soit vraiment très contenue, puisque nous sommes sur un ratio de 7 à 8 à peu près aujourd'hui, entre les 10 plus hauts et les 10 plus bas de salaire, ce qui est vraiment très, très, très singulier, je dirais, dans le monde des entreprises privées. Mais c'est pour nous le moyen de dire que tous les salariés peuvent communiquer entre eux, puisqu'ils ont un niveau de vie qui, je ne dis pas qu'il est comparable entre les 10 plus hauts et les plus bas, évidemment, ce n'est pas les mêmes salaires, mais en tout cas qu'il n'y a pas de discrimination à ce point décisif que les mondes côtoyés ne soient pas les mêmes. Et puis enfin, le dialogue social sur cette question du collectif nous importe beaucoup, nous signons beaucoup d'accords, nous échouons aussi parfois et nous en sommes très malheureux, mais en tout cas, ce dialogue social jusqu'au bout de la discussion est très important pour nous. Voilà, donc importance du collectif, importance de la mission et du sens donné à la mission. Et troisième point, c'est l'importance des espaces de subsidiarité. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Paul.
le management intermédiaire est évidemment important, de lui conférer une responsabilité, de lui faire confiance, d'étendre son pouvoir discrétionnaire, mais en même temps, de lui donner le cadre pour qu'il puisse gérer les dilemmes. C'est vrai que ces dilemmes, ils sont évidemment schizophréniques. Et aujourd'hui, on essaie vraiment, on voit bien que déléguer aux managers, ça n'est pas se décharger sur eux. C'est vraiment trouver un cadre, soit par accord d'entreprise, soit par outil, hein, et on en parlera un peu tout à l'heure aussi, de leur donner voilà, la possibilité d'avoir un prisme pour leurs décisions qui les libère et pour que la décision soit juste et comprise par les équipes. Voilà. Merci Florence. Alors, beaucoup de choses, hein. On voit apparaître des solutions concrètes, quelques bonnes pratiques de ce témoignage sur la répartition de la valeur, sur la rémunération, sur le dialogue social dont nous allons parler tout de suite, le fait de donner des outils aux managers. On sent bien qu'à la fois la société à mission est un moyen de réaffirmer le sens qui va fédérer un collectif, qui va réactiver, pour reprendre les mots de Florence, les moteurs d'engagement, qui structurent la culture d'entreprise. Mais il ne s'agit pas non plus de penser que nous sommes dans un monde des bisounours, hein. Il faut aussi qu'on désacralise un petit peu cette notion de société à mission pour faire jouer le principe de réalité. Et je me tourne vers Arnaud. Quelles sont pour vous, pour toi, les fausses et les vraies promesses de la société à mission entre ce monde des bisounours et puis ce qu'on voudrait qu'elle soit? Oui, merci Eric. Alors, je vais commencer par quelques vraies promesses qui sont à l'origine de réflexions, hein, on connaît en France effectivement les travaux initiés par effectivement Armand Hatchuel et Blanche Grestin, hein. Déjà, il y a un certain nombre d'années, mais aussi ailleurs. Dans le monde, il y a des choses qui sont convergentes. En fait, le constat sur lequel on retombe régulièrement, hein, quand on est syndicaliste, quand on est consultant, qu'on intervient dans les organisations, quand on est chercheur, qu'on fait de la recherche-action comme moi, etc., c'est qu'effectivement, à un moment donné, on retombe sur la question, mais en fait, où est le pouvoir final? Est-ce que ce pouvoir final, il est aligné avec ce que l'on raconte et ce que finalement les personnes qui sont dans l'organisation voudraient faire? Et donc, l'idée de la mission, hein, ou plus généralement même, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur ça, de la raison d'être, c'est de créer une forme d'équilibrage entre quelque chose qui, dans la définition des statuts d'une société, est quand même pas absolument passionnant, hein. Bon, effectivement, on va créer de la valeur et se la partager entre actionnaires, pour dire les choses un peu caricaturalement. Et donc là, on va équilibrer cette exigence-là qui reste, hein, elle est pas niée, elle n'est pas remise en cause en tant que telle, surtout dans une entreprise de droit, voilà, une entreprise commerciale, mais on va mettre quelque chose en face qui va équilibrer et qui peut être, et je voudrais insister sur ce point-là, quand on discute avec des entrepreneurs, la plupart du temps, leur motivation numéro un, c'est pas je vais gagner beaucoup d'argent et dans 2 ans, je suis sur les îles Caïmans. En général, il y a quelque chose qui les anime, un projet, et c'est souvent d'ailleurs dans les grandes entreprises, sur la 2e ou 3e génération qu'on va avoir des problèmes, mais très souvent, on va parler d'ailleurs du père fondateur, enfin souvent c'est un homme, mais ça pourrait tout à fait être une femme, bien entendu, un peu comme De Gaulle aujourd'hui, hein. Tout le monde se réclame de De Gaulle en politique, et donc il y a une forme de projet non écrit. Et donc tout l'intérêt de la mission, c'est d'écrire ça quelque part au moment où on peut le faire pour protéger ça et pour que ça vienne en équilibrage. Donc ça, il me semble que c'est une vraie promesse. Et donc, il s'agit, deuxième promesse, par rapport au slogan ou choses qu'on pourrait mettre partout sur les sites Internet, c'est qu'on va engager l'organisation parce qu'on met ça dans les statuts. Et dans le cas de la mission en particulier, on va avoir effectivement des mécanismes de suivi et de contrôle, le comité de mission, les organismes de contrôle, etc. Donc là, il y a une vraie promesse pour aider justement à cet alignement et pour que ça serve effectivement de boussole pour le management. Alors, les fausses promesses, il faut faire attention parce que effectivement, ce n'est pas parce qu'on se donne une mission, qu'on a des objectifs sociaux, environnementaux, etc., que ça va être le monde de la démocratie, de la liberté, où tout fonctionne parfaitement. On le sait d'ailleurs, dans l'économie sociale et solidaire et dans plein d'endroits très, très chouettes, ce n'est pas du tout aussi simple que ça et ça peut créer beaucoup de problèmes, on peut avoir beaucoup de burn-out, etc. Ce n'est pas pour autant qu'on renonce à faire des licenciements. Mais avant de se poser la question d'un licenciement, on va se dire c'est pas uniquement parce qu'on veut donner X% aux actionnaires, même si ça fait partie de choses auxquelles il faut faire attention. On va se demander est-ce que c'est
cohérent avec la mission et la capacité à long terme pour cette organisation d'assurer cette mission. On ne va pas renoncer à des sanctions, c'est pas parce on va éviter de confondre, si vous voulez, comment dire, la bienveillance et une forme de gentillesse molle ou de lâcheté même managériale. On a beaucoup parlé de cette question de la lâcheté managériale. Donc, si des personnes, justement, de manière répétée, se comportent d'une manière qui est contraire à la mission, peut-être qu'à un moment donné, ils n'ont plus à faire partie de l'organisation et c'est des choses qui arrivent, voilà, tout simplement. Voilà, sur tous ces sujets-là, attention, être entreprise à mission, c'est pas être une entreprise faible et sans engagement, c'est au contraire être plus fort, être plus sûr et toujours rechallenger les décisions douloureuses qu'on doit prendre, par exemple même d'arrêter une partie de l'activité. On se demande est-ce que c'est cohérent avec notre mission, et si ce n'est pas le cas, éventuellement on peut revoir la mission, mais là ça évidemment c'est transparent, et c'est transparent vis-à-vis des parties prenantes, c'est transparent vis-à-vis de l'ensemble de la communauté, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire un petit peu, si vous voulez, de manière un peu souterraine. Voilà. Merci Arnaud. Fausse promesse, vraie promesse d'entreprise à mission. En tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que à part le rapport de la CFDT qui vient de sortir, on n'entend pas beaucoup les syndicats sur le sujet de la société à mission. Alors Jean-Paul, vous avez participé à ce rapport de la CFDT. Je rappelle que vous êtes l'ancien secrétaire national cadre de la CFDT. On a beaucoup travaillé ensemble, tous ensemble, sur ce rapport. On en a beaucoup discuté. Alors, pourquoi, selon vous, on n'entend pas les syndicats sur le sujet? On commence un petit peu avec la CFDT. Est-ce que pourtant, la société à mission n'est pas l'opportunité pour créer une nouvelle forme de dialogue social, comme l'évoquait Florence, ou même de réinventer le syndicalisme? C'est vrai que c'est toujours compliqué lorsqu'on est appartenant à une organisation de parler des syndicats, mais c'est vrai que d'une manière générale, il faut bien constater qu'il y a, je parle souvent d'une certaine forme de timidité, mais de part et d'autre, c'est aussi vrai du côté des organisations syndicales que parfois du côté des employeurs pour associer aussi les partenaires sociaux et les organisations syndicales dans ce type de démarche. Bon, on peut faire un constat qu'on n'est pas toujours dans la confiance, donc il y a relativement peu de dialogue, tout simplement, sans parler même du dialogue social autour de ces questions. Alors, il ne s'agit pas de faire un inventaire des causes, mais je pense qu'un certain nombre d'organisations syndicales ont été aussi un peu marquées par ce qui s'est passé autour de développement durable, RSE, où certaines entreprises en ont fait plus un objet d'image, on va dire, qu'un principe d'action concret, et ça a pu marquer aussi un peu les esprits, donc en disant c'est une danseuse patronale, j'ai déjà entendu ça, ou c'est l'affaire finalement du top de la hiérarchie, mais c'est pas l'affaire finalement des salariés et de leurs représentants. Donc voilà, il y a toujours une histoire, il y a toujours un peu un passif. Je crois qu'il y avait des questions, il faut bien différencier ce qui se passe effectivement entre les grandes entreprises et puis les petites et les moyennes, où les syndicats sont quand même très peu présents, donc faisons bien quand même cette distinction. Donc oui, une certaine forme de timidité. Alors après, une fois qu'on a dit ça, se poser la question pourquoi et surtout quel levier permettrait effectivement, je dirais, de promouvoir un peu du dialogue social autour de ces questions. Je pense qu'il y a un déficit de prise en compte aujourd'hui de ce qui se joue à la fin, c'est-à-dire dans la finalité. On ne peut pas parler de raison d'être sans parler effectivement de la finalité de l'activité, de ce qui se joue à la fin, c'est-à-dire avec un bénéficiaire, qu'il s'agisse d'un client, d'un usager, finalement. Florence l'a dit tout à l'heure en parlant effectivement de Bayer et en parlant des enfants. Cette question-là de ce qui se joue à la fin et les conditions d'exercice finalement du travail, du faire et du bien faire son travail, ça c'est une question essentielle. Donc ça pose la question inévitablement de quels appuis pour être en cohérence avec. Les exemples que j'ai cités tout à l'heure, c'est que souvent finalement le management nous dit c'est le grand écart, où on le vit en tous les cas comme un grand écart. Donc pour réduire cet écart, est-ce qu'il y a encore une place effectivement au dialogue ? Ma conviction, c'est que oui. Alors, la CFDT a fait une démarche importante avec la publication de ce rapport et des argumentaires, mais vous comprenez bien qu'à travers effectivement la publication d'un document comme celui-ci, c'est aussi une incitation finalement à aller vers du dialogue social et pourquoi pas de la négociation collective, parce que quand on parle des conditions d'exercice de la responsabilité, ce serait quand même bien qu'il y ait un peu de négociation. Or, la dernière négociation sur l'encadrement, donc négociation nationale interprofessionnelle, je dirais ça a été un loupé monumental de ce point de vue-là, puisqu'on n'en a pas parlé. Donc, on voit bien que c'est compliqué d'aborder ces questions et que les organisations syndicales ne sont pas encore tout à fait prêtes. Il faut qu'elles reviennent finalement un peu aux fondamentaux et aux conditions du bien faire son travail. Moi, je dis souvent dans une formule un peu ramassée, il ne peut pas y avoir de raison d'être s'il n'y a pas des bonnes envies de faire et des raisons de faire et de bien faire le travail. Donc, on n'est pas simplement sur les conditions de travail, comme on dit de manière classique, on est sur les conditions du bien faire son travail et en cohérence avec une mission.
Et là, il y avait une question aussi pour qu'il n'y ait pas de confusion entre mission et raison d'être. Oui, évidemment, mais quelque part, je veux dire, vu effectivement du manager, vu du salarié, est-ce que je suis un contributeur finalement? Est-ce que tout ça, c'est cohérent? Si on fait l'impasse là-dessus, Florence le disait tout à l'heure, c'est la source de dilemmes professionnels, de dilemmes de nature éthique, de grands écarts et de gens qui auront finalement des sentiments. Donc oui, il faut absolument du dialogue autour de ces questions, c'est une évidence. Pour l'instant, ça reste encore un peu timide. Les premiers travaux d'Armand Actuel et de Blanche Secrétin auxquels j'ai participé, j'ai l'impression que c'était déjà loin. Mais bon, on est sur des rythmes un peu lents. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, y compris pour les organisations. Et si j'ai un message à adresser aux employeurs aussi, c'est revenons finalement un peu sur ces fondamentaux, sur ce qui se joue à la fin, et essayons d'aller sur ce terrain. Alors évidemment, ça n'empêchera pas des conflits de logique, ça n'empêchera pas, je veux dire, des conflits de rationalité, mais au moins en parler, au moins mettre ça dans le dialogue. Renouveau du dialogue social, je ne suis pas certain, mais si ça pouvait provoquer un peu plus de dialogue professionnel sur la finalité et la professionnalité, on aura fait un grand pas en avant. Merci Jean-Paul. Alors, on parle de conditions d'exercice du travail, on parle de dialogue social. C'est vrai que le rapport de la CFDT va assez loin quand même, qui parle même de protéger les membres des comités de mission. Ça va quand même vraiment encore très très loin. Donc, il y aura probablement des discussions à avoir autour de tout ça. Florence, c'est extrêmement simple la question que je vais vous poser. Elle reprend en fait une des questions qui est posée dans le cadre de ce webinaire. C'est en gros, qu'est-ce que vous avez parlé d'actions sur la rémunération? Ça rejoint ce que je voulais vous évoquer. Quels sont les autres outils que vous avez mis en place chez Bayard Presse, les autres actions, processus dans le cadre des process RH qui permettent d'embarquer les collaborateurs et de les faire adhérer à la mission? Ça permet de répondre directement à une des questions du webinaire. N'hésitez pas à les poser, on en parlera tout à l'heure après l'intervention de Florence. Alors, bon, je ne suis pas sûre d'être exhaustive, mais je vais peut-être commencer par vous parler de ce qu'on a mis en place. Alors, il y a quelques années qu'on on veut là aussi actualiser, mais on l'avait fait en conscience que le management doit être évidemment en cohérence avec la mission. On a mis en place un cadre, ça s'appelle des principes d'action managériaux, qu'on a travaillé par écoute du terrain et qu'on a finalisé dans des grands principes d'action que je vous livre. Le premier est celui de donner le sens. Le manager, il ne donne pas des ordres, il dit le pourquoi des choses, à tous les niveaux, même au niveau de l'exécution. Savoir pourquoi je fais les choses, à quelle aventure collective je participe, c'est très, très important. Donc, premier principe d'action, donner le sens. Le deuxième, qui est très important aussi, c'est être acteur et rendre son collaborateur acteur de la transformation. Et là, on est bien dans cette logique où on ne recherche pas un management descendant, mais un management plus horizontal, un management qui fait confiance, un management qui met à l'action, qui délègue, qui met en responsabilité. Le troisième, c'est faire preuve de courage. Nous sommes une entreprise, comme vous l'avez compris, avec des valeurs issues voilà, de la perspective chrétienne. Et donc, cette notion de bienveillance est peut-être parfois, Arnaud l'évoquait, mal interprétée comme quelque chose d'un peu mou, d'un peu laxiste. Et il était très important pour nous de parler de ce courage, justement, pour que la bienveillance soit bien comprise et qu'elle rime avec exigence. Et que ce soit effectivement cet ensemble-là qui soit travaillé et pour lesquels les managers puissent être formés. Dire la vérité, c'est important. Et parfois, la vérité n'est pas bonne à dire. Donc, comment on donne des outils aux managers pour le former à dire des choses difficiles à ses collaborateurs? C'est aussi un point sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Je vous parlerai ensuite de formation. Et puis, enfin, favoriser la coopération, le travail en équipe. On voit bien qu'aujourd'hui, notamment dans la transformation qui touche la presse, les médias, c'est l'enjeu de la coopération entre les métiers, l'éditorial, le commercial, le technique. Les choses ont beaucoup évolué, il faut mettre les métiers entre eux, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Voilà, donc un contrat de responsabilité managériale qui existe depuis quelques années, qu'on va revitaliser là en le repensant à l'aune de tout ce qu'on a vécu avec la Covid et le management hybride, qui n'apparaît pas dans ce contrat de responsabilité managériale, mais ce contrat a irrigué notre politique de formation de façon très forte et surtout il est mis en cohérence avec notre mission. Le deuxième élément, les deuxièmes outils que je pourrais peut-être formuler, c'est la formation. Alors, la formation qui prend plusieurs facettes, qui prend d'abord la facette d'une université interne et de groupes d'entreprises apprenantes, qu'on appelait comme ça. C'est une formation qui se veut d'abord, l'université se veut pour tous. Elle est totalement démocratique, elle est ouverte à tous.
Ça se passe entre midi et 2 heures. Ça se passe aussi une fois par an. L'entreprise est fermée au public et tout le monde est dans des ateliers ou dans des conférences pour réfléchir sur des sujets qui sont reliés à la question de la mission Bayard. Voilà. Alors, on fait intervenir des philosophes, on fait intervenir des anthropologues, on fait intervenir des entrepreneurs aussi, bien sûr, des chercheurs, et voilà, on dialogue avec eux. L'entreprise apprenante, c'est qu'on façonne des formations par des personnes de l'entreprise, pour des personnes de l'entreprise. Donc, on est complètement au cœur, là aussi, de la mission pour ajuster totalement la formation aux besoins de l'entreprise, valoriser les collaborateurs qui forment leurs pairs, leur donner les outils, les former à former, et puis aussi donner le plaisir aux collaborateurs formés de savoir ce qui se passe ailleurs dans l'entreprise et de participer en cela au décloisonnement de l'entreprise. Cette notion de décloisonnement, de désilotage est très important pour nous aussi dans cet enjeu d'entreprise à mission qui se veut créer l'unité entre les collaborateurs. Dans la formation, on met aussi en place évidemment des formations management hybride, management du feedback, voilà, et donc aux entretiens difficiles, enfin tous ces éléments-là. Et puis, on forme aussi, enfin, et on a aussi beaucoup travaillé sur le design des projets, le design qui permet là aussi de partir de la question et de mettre en place autour d'un projet des personnes issues d'environnements très variés. Ce n'est pas les grands chefs à plumes, tous entre eux qui travaillent les projets, c'est bien la variété des profils qui va créer l'agilité et la créativité. On a revu les entretiens annuels. On ne fait plus d'entretien annuel, ça n'existe plus. D'ailleurs, la saisonnalité annuelle n'avait pas de sens par rapport au rythme des projets. On a tout cassé et on est passé à une notion de feedback et de printemps des échanges. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter ça, mais la notion de printemps des échanges, j'y tenais beaucoup. C'est le moment informel, outillé. On a une petite boîte de jeux avec des cartes à jouer pour les managers les plus en difficulté pour favoriser ce travail d'échange et de relations entre managers et salariés. Et puis, enfin, sur la rémunération, je reviens à cette notion de rémunération, mais je voulais aussi formuler le fait que dans les outils, on a très peu de rémunération variable, hein, parce que pour nous, il y a évidemment un enjeu de résultat et de livrable, mais il y a aussi un enjeu relationnel. Et l'enjeu relationnel, il ne se mesure pas. Donc, c'est très difficile voilà, de formuler une prime sur objectif, une prime annuelle, sans objectiver les choses. Et donc, à défaut, on est plutôt aujourd'hui à être très limité sur cette question de la rémunération variable. Voilà. Merci Florence. Alors voilà, on arrive au terme de ce débat. On va bientôt prendre des questions. Simplement, je voulais vous dire à la fois qu'à titre personnel, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce groupe de travail. Florence incarne exactement les témoignages que nous avons eus de l'ensemble des chefs d'entreprise qui étaient présents dans ce groupe. Arnaud et Jean-Paul ont apporté leur touche et vont continuer à le faire dans le cadre des questions. On n'a pas souhaité être exhaustif dans ce groupe de travail, c'était d'ailleurs pas vraiment possible, mais surtout donner des pistes concrètes pour pouvoir s'orienter dans ce chemin qui est quand même assez récent, sur lequel nous n'avons pas beaucoup de recul. Il est à noter aussi que ce groupe de travail s'est étalé sur un an pendant la période du Covid, et que du coup, nous n'avons pas traité spécifiquement les conséquences du Covid sur le management, et on sait qu'aujourd'hui, les conditions du management sont un peu remises en cause par le Covid. Donc, il y a encore des travaux à faire autour de ces sujets-là. Et enfin, pour vous montrer l'humilité que l'on a dans ce groupe de travail sur le caractère non exhaustif, il y a un vaste chantier qui est celui de la formation que nous n'avons pas du tout abordé et qui restera à ouvrir probablement dans un prochain groupe. Alors, je vais tout de suite aborder les questions qui ont été posées et peut-être reprendre la première pour Jean-Paul, qui l'a un peu abordé, effleuré tout à l'heure. Je parle à l'ancien chef d'entreprise et au syndicaliste que tu es. Une question dans le cas de PME et TPE, comment se passe cette tension, puisqu'il n'y a pas de management intermédiaire, en tout cas il est rare, et que le dirigeant a un rôle central, voire complètement emblématique. Comment ça se traduit tout ça dans une PME ? Pour avoir été moi-même chef d'entreprise en PME, effectivement, je pense que on ne peut pas parler de tension, en tous les cas pas de tension interpersonnelle. Je ne dis pas que ça ne puisse pas exister, mais on n'est pas tellement sur ce registre-là. Par contre, la mission peut questionner effectivement les rationalités, effectivement un certain nombre d'objectifs de l'entreprise. Et là, c'est vrai qu'entre, le patron de l'entreprise qui a aussi la responsabilité, on va dire, juridique, économique et financière, et puis ces quelques collaborateurs, même s'ils ne sont pas nombreux, ce
qui est important, c'est d'avoir du dialogue et du débat contradictoire. Ce qui est vrai d'ailleurs dans une TPE-PME devrait l'être aussi dans une grande entreprise. Alors c'est peut-être plus facile, mais ça n'empêche absolument pas d'avoir un débat contradictoire sur des rationalités. Exemple typique dans le choix des fournisseurs, dans la manière de travailler effectivement avec la sous-traitance. Enfin, on voit bien que tout cela, enfin, autour des questions de responsabilité, il peut y avoir finalement pas mal de questions. Donc oui, on n'a pas du tout, on va dire, le même poids de ce que j'ai vu des questions aussi sur le lien de subordination. Ça a quand même quelque chose dont on parle dans les grandes entreprises. Je dis pas que ça n'existe pas, mais on est plus sur des liens de coopération. Et dans des TPE, on est souvent dans le côte à côte pour faire face à des défis économiques, voire écologiques, beaucoup plus que dans un face-à-face, c'est une évidence. Mais ça n'empêche pas effectivement qu'il puisse y avoir un vrai dialogue contradictoire. Et c'est celui-là que j'appelle de mes voeux dans toutes les entreprises. Merci. Une question de Corinne, je vais la poser à Arnaud. Comment le management et le comité de mission devraient-ils interagir selon nos préconisations ou retours d'expérience? C'est des choses qui sont encore à voir, mais précisément, il y a ce risque que la mission, comme beaucoup de choses, reste un peu en haut, au niveau de la gouvernance, notamment dans les grandes entreprises, parce qu'effectivement, dans les plus petites, c'est un peu différent. Et donc, effectivement, je suis complètement convaincu que le comité de mission doit se prendre en charge et se soucier du fait que la mission, ça ne reste pas un truc qu'on discute dans un entre-soi très en haut, et qu'effectivement, à tous les étages, ça enrichit, ça alimente, ça aide à prendre des décisions difficiles et ça fait partie effectivement du suivi, à mon avis, du comité de mission, mais pas que du comité de mission, aussi effectivement d'ailleurs des organismes de suivi prévus par la loi pour les entreprises à mission. D'accord. Une question très opérationnelle, Florence, ça sera pour vous. Comment sensibiliser les managers à cet engagement d'entreprise à mission? Comment on le fait vivre et on l'entretient dans le temps, puisque forcément, entre le moment où on le met en place et la durée dans le temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, vous en avez un petit peu parlé. Ça suppose une évolution de la culture managériale, ça suppose des actions spécifiques à entretenir. Qu'est-ce qui est mis en place chez Bayard et quelles préconisations vous donnez par rapport à ça? C'est un petit peu ce que j'ai exprimé, c'est-à-dire le fait de ne pas se contenter d'un one-shot où un jour on déclare un projet, on le partage, on l'anime et puis on passe à autre chose. C'est faire en sorte que ce projet, d'abord, il soit vivifié régulièrement, actualisé régulièrement, et ensuite qu'il soit décliné dans toute l'entreprise. Alors, au travers, je dirais, des processus RH, j'évoquais la question des entretiens annuels, la question de la charte managériale, au travers de la manière d'aborder les projets. J'évoquais le fait de partir de la mission, de partir du public pour engager un projet et pas de partir du résultat que ça peut donner ou de l'efficacité financière qu'il peut amener. Voilà, c'est vraiment, et c'est aussi, voilà, c'est une forme de cohérence. La question, c'est une cohérence dans tous nos actes. Et puis, je le voyais aussi dans le fil, c'est une exemplarité de chacun, c'est-à-dire que la mission… Et moi, je le dis sincèrement, j'ai été transformée par l'entreprise dans laquelle je travaille. Alors, j'y travaille depuis longtemps, j'adore cette entreprise, j'y fais quasiment toute ma carrière. Je ne pense ne pas être la seule, je ne serais pas la même femme, je pense, si je n'avais pas vécu dans cette entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sincère et d'authentique qui fait que la réflexion qu'on a pour les publics, pour la mission, est une réflexion qui rejaillit sur sa propre réflexion intérieure et personnelle sur sa vie. Voilà, et donc faire en sorte que, en tout cas, aller jusqu'au bout d'une cohérence absolue entre un alignement personnel et professionnel me paraît être aussi quelque chose d'important. Voilà, donc c'est une responsabilité du management. C'est important, je trouve, cette question collective, parce que personne n'a la même sensibilité, c'est bien normal, et dans les gouvernances successives, il peut y avoir des sensibilités différentes, et donc créer le collectif capable de porter la mission dans ses aspérités et dans ses différences d'expression et de sensibilité me paraît aussi très important. Voilà, donc c'est aussi le soin qu'apporte notre actionnaire à favoriser des compétences qui, mises ensemble, peuvent être au service de cette mission. Alors, mine de rien, Florence, vous venez de répondre en partie à une très belle question, quelles sont les motivations principales à l'origine d'une démarche d'engagement? Vous avez évoqué l'alignement, la cohérence personnelle, qui est un sujet absolument important pour notamment le leadership de l'entreprise. Est-ce que, Arnaud, Jean-Paul, vous avez envie de donner d'autres motivations
qui peuvent être identifiés pour mettre en place une démarche d'engagement d'entreprise à mission? Oui, Quelles peuvent être les motivations? Je rebondirais bien sur la question qui a été posée tout à l'heure sur les PME, parce qu'en fait, ça peut être très intéressant de le faire dès le début pour plusieurs raisons. D'abord, on le sait, hein, et ce n'est pas du tout un jugement de ma part, mais on sait que quand on est créateur d'entreprise et qu'on est voilà, directeur, gérant, directrice d'une PME, il y a un peu de confusion entre soi et l'entreprise. Hein. On dit c'est ma boîte. Alors, à certains moments, on va dire aux salariés, aux quelques salariés, ben voilà, c'est votre boîte. Puis, à certains moments, ça redevient ma boîte. Et puis, la mission, c'est moi, etc. Et donc, cette confusion-là, bon, ça peut marcher parce qu'on peut avoir effectivement des leaders inspirants, enfin, etc. Mais à un moment donné, quand ça grandit, qu'on n'arrive plus à connaître par cœur les prénoms de tout le monde, hein, à partir d'une centaine de salariés, etc., plus tard, hein, mais même avant, ça peut être confusionnant. Et donc, le fait de très tôt créer une mission, c'est de créer déjà une différenciation entre moi et l'entreprise. Dans les faits, donc de recréer une distanciation, parce qu'effectivement, on le sait aussi dans les PME, si moi j'ai créé une boîte, je bosse le samedi et le dimanche, un salarié qui le vendredi s'en va à 18h, je le regarde un peu de travers, c'est inévitable, je ne le sens pas solidaire. Donc la mission, c'est aussi le début du juge de paix et d'une arme de couper le cordon un peu quelque part d'une manière un petit peu saine, quoi, progressivement, en tout cas de créer un chemin par rapport à ça. Voilà, ça me semble important. Jean-Paul, quelque chose à ajouter ou on passe à la question suivante? Non, moi je rebondis complètement sur ce qui vient d'être dit parce que cette prise de hauteur, un peu de recul, enfin, je suis aussi dans une association, hein, je veux dire, qui rassemble, je veux dire, des managers et cadres dirigeants. Et je préside aussi un fonds de dotation qui s'appelle Manager et Territoire. Et ce que j'entends quand même monter de plus en plus, c'est cette petite musique autour de la question de l'engagement, à la fois dans l'entreprise, mais aussi sur des territoires. On est face à des défis absolument colossaux. L'entreprise ne peut plus se désintéresser de ses impacts. Les managers ne peuvent plus exercer leurs responsabilités et avoir des pratiques managériales qui seraient totalement incohérentes finalement à tout ça. C'est quelque chose qui monte en puissance. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie motivation aujourd'hui de la part de managers. Ils ont envie de faire. Quand ils ne peuvent pas faire dans l'entreprise, ils vont chercher finalement des motivations d'engagement aussi sur des territoires. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu effectivement dans les entreprises et ça suppose de revoir les pratiques managériales, mais plus, ça suppose de questionner les modèles et les outils de gestion parce que sinon, on pourrait avoir des externalités négatives qui jouent finalement en faveur des impacts négatifs. Et là, finalement, ce serait contre-productif. Donc, la mission, elle doit bien reposer ces enjeux-là. Alors ça, le problème, c'est que ça se met en place dans le temps. Je vous garde, Jean-Paul, parce qu'il y a une question qui est un peu le prolongement de ce qu'on vient de dire. C'est que, en gros, hein, vous l'avez évoqué, la petite musique qui monte, hein, les attentes des salariés sont fortes dans ce contexte. Hein, c'est une question de Sandrine. Comment contrer les remarques en interne qui risquent de dire que la raison d'être et la mission ne sont que du greenwashing? Parce qu'entre mettre en place ce que vous dites, donner les outils au management, etc., créer le dialogue social, et puis la réalité du terrain, il peut y avoir effectivement un sentiment de greenwashing, qu'on ne va pas vraiment y aller. Alors, comment on contre les remarques en interne pour faire en sorte que le chemin se mette en place de manière sereine? Oui, j'ai bien vu cette question. J'ai vu aussi la question finalement du risque d'une certaine forme de frustration. Mais je crois que quand on vit finalement des situations qui ressemblent à des grands écarts, c'est entre finalement une image, une communication qui est faite et puis une pratique au quotidien. Il n'y a pas 50 solutions, enfin si on veut réduire finalement ce grand écart, il faut quand même faire un petit peu confiance à la démocratie représentative dans l'entreprise et de dire il y a des représentants des salariés qui doivent porter ces questions. S'ils ne le font pas, alors effectivement, c'est grave parce que ça veut dire qu'on ne touchera jamais à ces questions pratico-pratiques de conditions d'exercice. J'y reviens, la dernière négociation est passée à côté. J'ose espérer que dans l'entreprise, les négociations aborderont ces questions. Encore un petit peu de progrès à faire alors. Oui, il y a du progrès. On peut l'espérer. Florence, une question pour vous. Une question pour vous, je la cherche. Oui, est-ce que chez Bayard, pour ce que vous en savez, il peut exister une confusion entre la raison d'être et la mission pour les managers et collaborateurs? Pour moi, c'est la même chose. Mais, alors, c'était une question de Corinne. Hein. Alors, je pense qu'elle voulait dire peut-être que est-ce que c'est bien clair pour les managers et les collaborateurs
que les engagements qui sont pris dans le cadre de la mission sont cohérents par rapport à la raison d'être. Parce que oui, pour moi, en tout cas, on a vraiment formulé une raison d'être qui recouvre la mission. C'est peut-être pour ça aussi que… et donc, voilà, donc c'est vraiment organisé à dessein pour nous de faire en sorte que cet ensemble-là soit réuni. Et c'est au travers des objectifs et des engagements qu'on crée l'opérationnalité de la raison d'être de l'entreprise et donc de sa mission. Voilà, effectivement, cette différenciation peut-être hein, pour Sandrine, c'est qu'il y a la raison d'être et finalement la mission, c'est un autre terme pour désigner les engagements qui vont la matérialiser, voilà, c'est ça. Qui vont se décliner dans des objectifs et des indicateurs clés dans l'entreprise. Nous avons encore quelques minutes pour pouvoir reprendre une autre question. Alors, je la lis telle quelle, hein, une question de Corinne. L'entreprise est un référentiel de valeurs qui doivent être incarnées par tous les managers et les collaborateurs. La société à mission, n'est-ce pas avant tout de nouveaux comportements? Qui a envie de parler de ce sujet? Alors, je vois qu'Arnaud, il lève les yeux au ciel, ça veut dire qu'il a déjà réfléchi. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je repensais, Eric, à un des sujets qu'on a discuté, hein, justement, je pense en particulier hein, aux apports de François Dupuis, qu'on ne peut pas suspecter d'être forcément très favorable à la base à la notion d'entreprise à mission, mais qui dit quelque chose qui me semble assez juste. Quand on parle de valeur dans les entreprises, très souvent, c'est de l'ordre de l'incantation ou de l'injonction. Donc, il décrit d'ailleurs avec humour, et je trouve c'est intéressant, vous savez, ces entreprises, vous avez autour du collier les valeurs qui sont rappelées derrière au cas où les gens les oublient. Or, les vraies valeurs, ce sont celles qu'on n'a pas besoin de réciter et d'apprendre, celles qui sont incarnées, qui font partie, on dirait, j'aime pas ce terme, mais de l'ADN, enfin, j'aime pas tellement le terme ADN, mais enfin, c'est cette idée-là. Et donc, la mission, effectivement, c'est pas quelque chose qui se décrète, mais c'est quelque chose aussi en grande partie qui se collecte, comme on collecte le miel, tout simplement. Donc, voilà ce que j'ai envie de répondre spontanément. En revanche, effectivement, pour aller dans le sens de la question, comme on ne veut pas en rester à une dimension incantatoire ou en tout cas de réactiver des vieilles valeurs qui seraient plus présentes, hein, c'est-à-dire ça c'est aussi un effet de mode, parfois on va chercher ce qu'était l'entreprise et on le plaque aujourd'hui même si c'est plus vrai, eh bien effectivement il y a des mécanismes qui font que, on l'a déjà dit, mais qu'on va effectivement suivre, traduire et suivre ces éléments de mission dans les faits et avec quelque chose de même potentiellement juridiquement contraignant. Voilà, c'est ça qui est quand même très original par rapport à ce que l'on connaît depuis très longtemps, surtout ce qu'on peut écrire partout sur les textes qu'il y a voilà, sur les sites internet, dans les plaquettes, dans les halls d'entrée, etc. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. On avait d'autres questions, mais alors simplement pour en donner une seule raison d'être de l'entreprise, mais quid de la raison d'y être et la raison d'en être des salariés. Je pense que cette question-là, c'est au cœur en fait de ce qu'on a essayé d'évoquer ce matin. Hein, c'est comment on implique les salariés, comment on fait en sorte de faire vivre cette mission au fur et à mesure du temps. Et du coup, je ne peux que vous inciter à aller lire le rapport qui est le fruit de tous ces témoignages et de l'investissement sur un an quand même, à travers plusieurs réunions de travail qui ont été toutes assez fructueuses et qui ont été extrêmement plaisantes. En tout cas, pour ma part, je vous remercie beaucoup et merci à tous les participants de votre patience et ben, je vous rends la main. Merci beaucoup. À bientôt.